Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo théorie suite aux événements du dernier chapitre de One Piece. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. N'oublie pas d'activer la cloche d'or de Chandora pour faire partie de l'aventure Logpause. Sur ce, commençons. Le chapitre 1149 était tout simplement démentiel. Et la vitesse à laquelle les choses se déroulent ne fait qu'accentuer l'idée qu'Oda a mis la 6e vitesse depuis Egghead. Tout est imprévisible, la suite du monde ne tenant qu'à un fil. Si l'on peut dire que les choses partaient déjà en cacahuète depuis Egghead, et maintenant sur Elbaf, nous pouvons dire que bientôt ce sera l'ensemble de l'univers de One Piece qui entrera dans une bataille effroyable. Personne n'y échappera. Empereurs, amiraux, séraphins, ex-Shichibukai, les géants, les doyens, les chevaliers sacrés, mais surtout les révolutionnaires qu'il ne faut pas oublier. Et c'est justement la théorie que je voulais développer, l'origine de l'attaque à Marie-Joase, causant un chaos tel que Im-sama décide de prendre les choses en main pour imposer sa domination. Mais comment cela se fait-il que la Terre Sainte est enflammée et pire? Pourquoi est-ce que Im dit qu'ils ont besoin de renforcements militaires? En notant les 3 chevaliers sacrés qu'il y a actuellement sur l'île, il doit en rester entre 5 et 6 étant donné qu'ils sont une dizaine. Sans parler de Shamrock qui n'est toujours pas revenu, et des 5 doyens. Du côté de la marine, Akainu était sur la Terre Sainte il n'y a pas longtemps et peut donc intervenir si nécessaire. Les autres amiraux ont tous été aperçus la dernière fois sur l'océan, justifiant leur absence. Alors, de qui s'agit-il? Il y a 2 menaces majeures qu'on peut citer. Teach aka Barbe Noire et Monkey D. Dragon. Et si le véritable plan de Barbe Noire était la conquête politique? Et si dans le chaos de Marie-Joase, Barbe Noire voyait l'opportunité parfaite pour devenir non pas le roi des pirates, mais le roi du monde? Dans le chapitre 1125, la famine ravage Marie-Joase. Les dragons célestes sont acculés, le gouvernement vacille, les vivres sont coupés. Au chapitre 1126, Barbe Noire mobilise ses navires. La présence de Lafitte à Marie-Joase confirme une infiltration soigneusement planifiée. Il n'espionne pas seulement, il prépare le terrain. Chapitre 1149, le chaos s'intensifie. Dragon est sûrement sur place, les révolutionnaires sont plus actifs que jamais. Mais que fait Barbe Noire dans cette équation? Il attend, il prépare un double coup. Barbe Noire n'a pas l'intention de simplement attaquer Marie-Joase. Il veut se présenter comme le sauveur de Marie-Joase, laisser les révolutionnaires porter le blâme, attendre qu'ils fassent le sale boulot, l'assaut, le sang, le scandale, puis intervenir. En plein cœur du chaos, il sauve ce qui reste des dragons célestes ou des figures de pouvoir. Il restaure l'ordre, temporairement en éliminant certains chefs rivaux ou en mettant en scène leur fuite. Il se vend ensuite au monde comme l'homme qui a mis fin à la plus grande crise mondiale de l'histoire. Hachinosu, son île pirate, devient une puissance reconnue. Il réclame un siège à la rêverie, il devient un leader international. Mais il y a plus, car cette prise de pouvoir ne vise pas seulement la légitimité politique, elle vise à renverser totalement l'ordre établi. Barbe Noire ne veut pas juste être affilié au gouvernement mondial, il veut l'ancien trône vide, le trône d'Imu. Pas besoin de l'attaquer de front, il lui suffit de prendre la place laissée par un monde effondré. Et si c'était ça le vrai plan de Barbe Noire depuis Marineford? Utiliser le chaos pour grimper, se nourrir de guerre, se nourrir d'effondrement, et au sommet, non pas un empire de pirates, mais un empire du monde. Tout colle. Teach souhaite négocier avec le gouvernement mondial afin que son île soit y affiliée. Il est calculateur, rusé et prend les choses lentement. Attaquer Marie-Joase subitement serait présomptueux de sa part. Lui qui a capturé Garp comme rançon afin d'accomplir ses objectifs qui le guideront petit à petit sur le trône. Je pense donc qu'il pourrait très bien causer du trouble pour créer des conflits auxquels il ne prendra pas part, afin de terminer le camp triomphant. C'est ce qu'il a fait avec Barbe Blanche, quand il a attendu que celui-ci soit épuisé pour le tuer et accaparer son fruit du démon. Entre autres, si l'empereur est impliqué dans l'affaire, ce ne sera pas une attaque frontale, mais un plan bien lâche comme on y est habitué. La mobilisation des navires ne laisse aucun doute quant au fait qu'il va faire quelque chose. En plus, l'empereur, lui et Dragon, ont déjà été confrontés, donc que les deux soient impliqués dans le chaos de Marie-Joase fait sens, surtout si Barbe Noire veut affaiblir Dragon ou profiter de lui non pas seulement pour se donner une image, mais pour affaiblir le gouvernement mondial.
Dès lors, je pense que Dragon est d'office impliqué dans l'histoire. Nul doute. Sabo est littéralement appelé Empereur des Flammes, et la Terre Sainte est actuellement sous la menace d'un feu se répandant rapidement. Sabo n'a pas été vu avec Dragon depuis l'incident de Lulusia, mais il a appris l'existence d'Im-sama et les incidents de la rêverie avec son accusation d'assassiner le roi Cobra a pas mal bouleversé le monde. Je pense que Dragon a mis la 4e vitesse et qu'il ne va pas se contenter d'attendre sans rien faire. L'accident de Egghead causant la mort de Vegapunk et la révélation de son message était déjà une tournure majeure dans l'univers de One Piece et Dragon a eu largement le temps de rassembler une armée et de se préparer pour attaquer Marijoas. Et compte tenu de son intelligence, il n'est pas abusé de supposer qu'il ait pu s'attendre à ce que le gouvernement mondial tente d'asservir les géants en envoyant les chevaliers sacrés parce que justement, Dragon disait qu'il passerait à l'action quand les chevaliers sacrés le feraient. À Egghead, les doyens ont été mobilisés et il n'a rien fait, soit. Mais qui a été mobilisé récemment dans l'arc Elbaf? Les chevaliers sacrés en personne. Et comme par hasard, quelques chapitres après que ces derniers passent à l'action, Im-sama dit que la Terre Sainte est sujet à un danger d'une ampleur si grande que les chevaliers qui ont été mobilisés sont attendus comme renfort. Tout est emprunt à penser que Dragon se soit mobilisé et les répercussions sont en conséquence imminentes. Une idée intéressante que je tire de cette hypothèse est un affrontement opposant Dragon à Garling et Sabo à Shamrock. Depuis l'ascension de Garling au rang de doyen, je pense qu'il est officiellement le plus puissant membre du gouvernement mondial après Im-sama. Et Shamrock est aussi selon moi plus puissant que les autres doyens. Et quelle meilleure occasion d'avoir un affrontement entre le visage apparent du gouvernement et le chef de la révolution. Si Dragon doit affronter quelqu'un, c'est bien lui. Mettons de côté Im-sama qui est actuellement à Elbaf possédant le corps de Gunko. Je ne vois aucun ennemi digne d'affronter Dragon. Les autres doyens ont déjà été vus en action sur Egghead et pour Dragon, je pense qu'on aura la surprise. C'est-à-dire qu'il affrontera une personne à son image, dont on ne connaît rien en niveau de puissance, en capacité et en pouvoir. Pour le combat Sabo-Shamrock, il s'y est parfaitement connaissant le pouvoir de Sabo, le feu. Les pouvoirs de Shamrock le lient intimement aux enfers et au royaume des morts. Et l'enfer est dans l'image commune un royaume de flammes, consumant et détruisant la peau de ceux qui y brûlent, bien que ce soit une description conventionnelle. Et Sabo, détenteur du Meramera no Mi, pourrait éveiller son fruit, non pas pour acquérir des flammes bleues car ça serait redondant avec Sanji, mais pour acquérir les flammes de l'enfer. Des flammes tout simplement incomparables avec le feu qu'on connaît. Il pourrait alors provoquer un enfer vivant sur Marijoas, dont Shamrock doit être le gardien symbolique. Il doit être celui qui tempère cette menace en affrontant l'empereur des flammes. Récemment, dans un artwork du jeu One Piece World Seeker, supervisé par Oda montrant le chaos détruisant Marijoas, refait surface. Le commentaire disait « La Terre Sainte Marijoas consumée par les flammes, qui est la mystérieuse silhouette sur cette terre sacrée inviolable ». Et la silhouette fait fortement penser à Sakazuki Akainu. Alors 2 idées me sont venues à l'esprit. La première étant que l'amiral en chef est le responsable de l'attaque de Marijoas. Une idée semblant folle car la marine est censée être sous l'autorité du gouvernement mondial. Toutefois, la version de Sakazuki pour le GM est connue de tous. Et son tempérament bien différent de ceux l'ayant précédé en tant qu'amiral en chef également. Il n'est donc pas incohérent de penser à l'idée qu'Akainu décide de se détacher du GM. Oda a toujours montré que les doyens n'étaient pas appréciés de l'amiral en chef, mais que ce dernier ne pouvait pas non plus subitement décider de se rébeller. Il s'est plaint plusieurs fois de ses responsabilités et il s'est montré irrité à chaque échec que la marine subit. Et pour moi, plusieurs éléments pourraient déclencher une attaque de Sakazuki sur la Terre Sainte. Premièrement, Fujitora a libéré des esclaves lors de la bataille contre les révolutionnaires et s'est retourné contre Aramaki. La libération délibérée d'esclaves par l'amiral et l'échec face aux révolutionnaires montrent 2 choses. La marine ne peut pas tout contrôler et le GM n'est pas infaillible. Et les amiraux ne soutiennent pas l'autorité au-dessus d'eux, si on ne compte pas l'homme plante que Shanks a humilié. Ensuite, la réaction de Kizaru quand Akainu le gronde. Kizaru a littéralement pleuré après les événements de Egghead car il a été forcé de tuer son ami et de voir ses proches en danger sans pouvoir rien faire contre Saturne. Je disais à l'époque que si Kizaru ne s'était pas retourné contre Saturne alors qu'il a nourri Luffy, c'était parce que Akainu avait un plan. Un plan pour se détacher du joug du gouvernement mondial et de rendre la marine indépendante mais surtout morale. Car si le chien rouge a une justice extrême,
il n'en est pas moins un justicier qui est contre les pirates qui sont des hors-la-loi. Quant aux civils, on ne peut pas dire qu'Akainu les blesse ou souhaite leur mort. Donc, il n'y a rien de choquant à ce qu'il soit contre l'esclavage forcé de civils. Akainu est du genre à penser qu'un pirate est un hors-la-loi, donc un danger qu'il doit être tué ou emprisonné à Appledown, tout cela pour le bien-être commun. Je pense donc que le plan d'Akainu se met petit à petit en action et que la raison pour laquelle Fujitora est devenu amiral n'est point anodine. Car, sérieusement, quelqu'un comme Fujitora serait bien mieux du côté des révolutionnaires étant donné qu'il est pour la cause humaine et civile et qu'il n'hésite pas à faillir à ses obligations pour sauver des gens. Et c'est alors qu'on en vient à mentionner la théorie connue qu'Akainu et Fujitora soient frères. Le premier argument est bien entendu la ressemblance physique, car les deux se ressemblent assez je trouve. En plus de cela, il y a le fait que Fujitora ait plusieurs fois défié l'autorité de Sakazuki, l'ayant même engueulé à Dressrosa. Un indice subtil, car si Issho et Sakazuki sont frères, il serait compréhensible de voir l'amiral rouspéter l'autorité de l'amiral en chef. Il y a aussi l'hypothèse que les deux soient originaires du pays de Wa pour plusieurs raisons. Fujitora porte un kimono traditionnel avec un motif de vague, très similaire à l'esthétique vestimentaire de Wano, et utilise une canne sabre, une arme très japonaise nommée Shikomizue, et son style de combat au sabre rappelle les samouraïs. Il agit selon un Bushido moral, code d'honneur des samouraïs, refusant de mentir, se mettant à genoux devant Dressrosa pour avoir laissé Doflamingo faire des ravages, et agissant souvent de manière solitaire. Pour Sakazuki, il y a le tatouage allant de son épaule gauche et haut du bras qui s'étend légèrement dans le dos. Celui-ci représente des fleurs, identifiées comme des camélias ou hibiscus par les fans, et des motifs tribaux rappelant des ondes de feu ou vagues stylisées ressemblant à des motifs japonais. Les fleurs rouges dans les tatouages japonais sont souvent des symboles de résistance, sacrifice et fierté, des qualités qu'on retrouve chez les samouraïs. Le tatouage dans son ensemble ressemble fortement à Irezume, le style traditionnel japonais de tatouage porté par les yakuza, ronin ou guerriers exilés, et les motifs floraux en Irezume sont codifiés. Par exemple, la fleur de camélia rouge, nommée Tsubaki, symbolise un sacrifice silencieux, ce qui correspondrait bien au tempérament extrême et rigide d'Akainu. En bref, la fraternité du chien rouge et du tigre violet au tempérament opposé et le plan d'Akainu de se détacher du GM est une idée que j'aime bien. Mais après avoir réfléchi et surtout en m'étant dit que Fujitora ferait mieux d'être avec les révolutionnaires, une idée audacieuse m'est venue à l'esprit. Et si Dragon et Akainu avaient formé une alliance pour attaquer la Terre Sainte ? La puissance de Dragon et son armée, ainsi que les frères originaires du pays de Wa, seraient une menace expliquant et justifiant la détresse de Im-sama qui est forcé de prendre les choses en main à Elbaf. La première chose à laquelle vous penserez, c'est que Sakazuki déteste Dragon, et ce, de manière très explicite. C'est connu de tous, et étant donné que Dragon faisait autrefois partie de la marine, je pense que Sakazuki voulait qu'ils réussissent à deux à changer le monde, mais qu'ils avaient des désaccords à quelques égards. Akainu voulait changer le monde et défaire le GM en changeant la marine, en permettant à la marine de dominer le monde et de répandre la justice, car la justice doit être aux mains de la marine. Tandis que Dragon a monté sa propre organisation, qui aux yeux d'Akainu devient automatiquement criminelle car distingue de l'instance de la marine, censée faire régner la justice. Akainu voyant en la marine la solution, tandis que Dragon voyant en la marine un jouet du GM. Au final, les deux détesteraient le gouvernement mondial et ne seraient pas d'accord sur la forme mais pas sur le fond. Néanmoins, de l'initiative de Fujitora sur la Terre Sainte à la tristesse de Kizaru, et en voyant la crise sur Marie-Joase avec les dragons célestes ne pouvant pas se nourrir, Akainu pourrait décider d'accélérer les choses et saisir l'opportunité. De mettre sa rancœur de côté et de s'allier à Dragon pour détruire le GM une bonne fois pour toutes. J'ai même en tête l'idée que les deux ne se détesteront pas à la fin de l'œuvre. Ils régleront leurs différends dans un combat qui permettra de développer leur relation et la raison de la discorde, mais aussi d'y trouver une solution et d'y mettre un terme. Voilà les voyageurs, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!